Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite au cœur d'une montagne, à des centaines de mètres sous la surface, taillée dans la roche solide et renforcée avec du béton à ultra haute performance, se trouvait ce que le régime iranien croyait être le complexe militaire le plus sécurisé jamais construit. Pas une seule fenêtre, pas une seule faiblesse. Un labyrinthe de tunnels s'étendant sur des kilomètres, abritant des missiles balistiques, des stocks de drones et la matière nucléaire la plus dangereuse au monde. Des milliards de dollars, des décennies d'ingénierie et une conviction absolument inébranlable qu'aucune bombe au monde ne pourrait l'atteindre. Cette conviction était fausse. Le matin du 28 février 2026, des ombres silencieuses ont glissé dans l'espace aérien iranien sans être détectées. Dans les heures qui ont suivi, le mythe de la forteresse souterraine impénétrable, pierre angulaire de toute la doctrine militaire de l'Iran, a été brisé pour toujours. La stratégie militaire souterraine de l'Iran n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle était le produit d'une douloureuse leçon nationale. Pendant la catastrophique guerre Iran-Irak des années 1980, les commandants militaires iraniens ont observé, impuissants, la destruction des installations de surface sous les frappes aériennes irakiennes. La conclusion qu'ils en ont tirée était simple et définitive. Tout ce qui pouvait être vu depuis le ciel pouvait être détruit. C'est ainsi qu'a commencé l'un des programmes de construction souterraine les plus ambitieux de l'histoire de la guerre moderne. Au fil des décennies, pendant les années 1990, pendant les années 2000, pendant les années 2010, le corps des gardiens de la révolution islamique, le IRGC, a creusé un univers militaire parallèle sous les montagnes iraniennes. C'était pas de simples bunkers, c'était de véritables villes opérationnelles enfouies sous terre. Les Iraniens eux-mêmes les appelaient des villes de missiles, et ce nom n'était pas usurpé. Chaque installation contenait non seulement des stocks de missiles, mais aussi des plateformes de lancement, des baies de maintenance, des infrastructures de commandement et de contrôle, des dépôts de carburant, des quartiers pour le personnel et des réseaux complets de communication. Certains complexes s'étendaient sur des kilomètres à travers la roche. L'ingénierie était extraordinaire selon n'importe quel critère. Les tunnels étaient conçus pour atteindre des profondeurs de 80 à 100 m sous terre. Ils étaient renforcés avec du béton capable d'absorber une surpression explosive massive. Fait crucial, les architectes avaient introduit des décalages horizontaux tous les 50 m, ce qui signifiait que même si une explosion se produisait en un point, l'énergie du souffle serait déviée plutôt que transmise le long du tunnel. Les entrées étaient conçues selon des configurations triangulaires, précisément pour éviter la détection radar depuis le ciel. Elles étaient dissimulées dans les replis les plus abrupts et les plus inaccessibles des pentes montagneuses, conçues pour se fondre invisiblement dans le relief naturel. Même les images satellites à haute résolution avaient du mal à les identifier clairement. Au sommet de cet empire souterrain se trouvait le programme nucléaire. L'installation d'enrichissement de Fordow, construite directement dans la montagne Shia, était le joyau de la couronne du régime. Enterrée à environ 80 m dans la roche solide, elle abritait plus d'1 millier de centrifugeuses d'enrichissement de l'uranium. Le complexe de Natanz, le plus grand site nucléaire de l'Iran, contenait 2 immenses halls souterrains capables d'abriter jusqu'à 50 000 centrifugeuses. Et sous Ispahan, l'Iran avait stocké ce que l'Agence internationale de l'énergie atomique a ensuite confirmé comme étant sa matière la plus dangereuse, des stocks d'uranium enrichis à 60%. L'AIEA, dans un rapport confidentiel transmis aux États membres le 27 février 2026, a averti d'une perte totale, selon les propres termes de l'agence, de la continuité de la connaissance de l'ensemble des matières nucléaires auparavant déclarées dans les installations touchées. En termes simples, le chien de garde nucléaire mondial ne savait plus où se trouvaient les matières les plus dangereuses de l'Iran. Voilà donc le tableau tel qu'il se présentait. L'Iran possédait, selon les données de l'AIEA disponibles avant le 28 février, environ 2595 kg d'uranium enrichi à 5%, 840 kg enrichi à 20% et un stock critique de 440, 9 kg enrichis à 60%. Ce seuil de 60% est celui qui empêche les analystes du renseignement occidental de dormir. Il n'a aucune application civile crédible. C'est l'étape techniquement la plus difficile vers une matière de qualité militaire.
Et en mai 2025, la Defense Intelligence Agency des États-Unis a estimé que l'Iran aurait pu produire assez de matière fissile pour une arme nucléaire en probablement moins d'une semaine. Moins d'une semaine. Cette évaluation, à elle seule, plus que n'importe quelle autre provocation, a déclenché la chaîne d'événements menant au 28 février. Ce qui s'est produit le 28 février 2026 se préparait depuis des mois. Pour comprendre l'ensemble du tableau, il faut remonter un peu à juin 2025. Cet été-là, Israël a lancé ce qu'il a appelé l'opération Roaring Lion, la sortie de combat la plus vaste de l'histoire de l'armée de l'air israélienne. Environ 200 avions de chasse ont frappé 500 cibles militaires dans l'ouest et le centre de l'Iran en 24 heures, en utilisant plus de 1200 bombes. Israël a visé les réseaux de défense aérienne, les sites de lancement de missiles balistiques, les scientifiques du nucléaire et les hauts commandants du IRGC. Parmi les morts confirmés, Feredo Nabasi, l'ancien chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, et son ancien adjoint, Amir Hossein Fikri. Plus d'une douzaine de grands scientifiques du nucléaire ont été éliminés durant ces premiers jours. Et point crucial, le 21 juin 2025, les États-Unis se sont joints à la campagne. Le président Trump a annoncé ce qu'il a appelé l'opération Midnight Hammer. Lors de la plus importante frappe opérationnelle de B-2 de l'histoire américaine, 7 bombardiers furtifs B-2 Spirit ont décollé de la base aérienne de Whiteman, au Missouri. Chaque appareil transportait 2 armes. Ces armes étaient le GBU 5-7 Massive Ordnance Penetrator, ce qu'on peut tout simplement appeler la bombe conventionnelle la plus puissante jamais larguée en situation de combat. Parce que, dans l'univers politique de Trump, aucun briefing militaire n'est complet tant qu'il ne sonne pas aussi comme une bande-annonce racontée par l'ego et la réverbération. Chacune pèse 30 000 livres. Chacune peut pénétrer plus de 60 m de béton armé avant de détonner. Au total, 14 de ces bombes sont tombées sur Fordo et Natanz. Des missiles de croisière Tomahawk ont frappé le centre de technologie nucléaire d'Ispahan. Trump a déclaré que les sites avaient été complètement et totalement anéantis. Les responsables iraniens ont soutenu que le complexe souterrain n'avait pas subi de dommages irréversibles. La vérité, comme toujours, se situait quelque part entre les deux, et il faudrait des mois pour comprendre l'ampleur réelle des dégâts. Le cessez-le-feu qui a suivi la guerre de juin 2025 a apporté un calme relatif, mais il n'a pas apporté de résolution. Parce que l'Iran, malgré les destructions, avait conservé une carte cruciale. Selon des informations du New York Times en mars 2026, la communauté américaine du renseignement estimait que l'Iran pouvait encore accéder à son stock d'uranium enrichi à 60% à Ispahan par une petite ouverture laissée par les frappes. Environ 200 kg, selon le directeur général de l'AIEA, Grossi, et 200 kg de matière enrichie à 60% si elle était ensuite portée à 90% de qualité militaire, suffirait pour environ 5 bombes nucléaires. Dans le style Trump de la communication publique, une mise à jour du champ de bataille n'est jamais seulement une mise à jour quand elle peut aussi servir de tour d'honneur. L'Iran avait aussi passé les mois suivant la guerre de juin à faire quelque chose d'essentiel, reconstruire et durcir ses installations. Les images satellites ont suivi la reconstruction. L'installation Talegan 2 du complexe militaire de Parchin, un site dont l'historique documenté est lié au développement d'armes nucléaires dans le cadre du plan Ahmad au début des années 2000, a été observée alors qu'elle était enfermée dans un nouveau sarcophage de béton, puis recouverte de couches de terre et de sable. L'Institute for Science and International Security, qui suivait le site de près, a décrit cette nouvelle construction comme étant spécifiquement conçue pour mieux résister aux munitions anti-bunker. L'Iran ne capitulait pas. L'Iran s'adaptait. Lors du discours sur l'état de l'Union, le 24 février 2026, le président Trump a déclaré publiquement que l'Iran avait relancé son programme nucléaire et développé des missiles capables de frapper les États-Unis. Quelques jours plus tard, un nouveau rapport de l'AIEA a confirmé que l'Iran avait stocké de l'uranium hautement enrichi dans une installation souterraine qui avait survécu intacte aux frappes de juin 2025. Le temps s'écoulait et il a expiré le 28 février. Chez Trump, même l'alarme stratégique doit arriver habillée comme un moment de campagne, avec le volume monté avant même que l'épreuve ait fini d'entrer. L'opération Epic Fury a commencé aux premières heures de cette matinée-là. La salve d'ouverture du volet américain a été à la fois dévastatrice et chirurgicale.
Les premiers appareils dans l'espace aérien iranien étaient des bombardiers B-2 Spirit. Ces machines sont les prédateurs suprêmes de l'aviation de frappe à longue portée. Elles croisent à des altitudes de plus de 50 000 fêtes, volent sur plus de 6 000 milles marins sans ravitaillement et emportent la technologie furtive la plus avancée jamais mise en service de façon opérationnelle. Le réseau de défense aérienne iranien, pourtant très médiatisé et complété par des systèmes russes, n'a rien détecté. Aucun retour radar, aucun avertissement, aucun temps pour réagir. Les B-2 étaient chargés de bombes anti-bunker GBU 5-7 pour les installations nucléaires et de bombes guidées de précision JDAM de 2000 livres pour les sites durcis de missiles balistiques. Le CENTCOM américain a confirmé aux journalistes le lendemain matin qu'aucune nation ne devrait jamais douter de la détermination de l'Amérique. Simultanément, l'opération Roaring Lion d'Israël a lancé sa deuxième grande phase. L'armée de l'air israélienne a mobilisé plus de 200 avions de chasse dans ce que des responsables militaires israéliens ont décrit comme une surprise tactique obtenue grâce à des mois de planification. Ils ont attaqué pendant les heures du matin délibérément parce que la plupart des frappes israéliennes précédentes contre l'Iran avaient eu lieu de nuit. L'effet de surprise a été total. Au cours des 72 premières heures, comme le confirme le matériel source original venu du terrain, un total de 1700 cibles stratégiques ont été frappées avec une précision chirurgicale. Exactement la moitié de ces cibles étaient des installations souterraines. L'habitude dans l'entourage trumpiste de transformer la dissuasion en image de marque n'était jamais bien loin. D'abord la frappe, ensuite le slogan, puis l'idée que l'histoire elle-même devrait applaudir au bon moment. Le 12 mars, le commandant du CENTCOM, le général Brad Cooper, a déclaré publiquement que les forces américaines et alliées avaient frappé plus de 5500 cibles distinctes à travers l'Iran, y compris plus de 60 navires iraniens. Le rythme des opérations ne ressemblait à rien de ce que le Moyen-Orient moderne avait connu. La destruction de l'infrastructure souterraine iranienne ne s'est pas produite uniquement par la force brute. Elle est venue d'une combinaison de puissance de feu écrasante et d'une vulnérabilité stratégique fatale que les Iraniens avaient intégrée à leur propre forteresse. Peu importe la profondeur de ces tunnels, ils dépendaient de la surface. C'était la première et la plus catastrophique faille de conception de l'Iran. Les entrées des tunnels elles-mêmes, aussi habilement dissimulées soient-elles dans les replis des montagnes, étaient des structures de surface. Et les structures de surface pouvaient être identifiées. Des drones américains et des appareils de surveillance avaient passé des mois à cartographier les coordonnées exactes avec une précision millimétrique. Les images satellites à haute résolution surveillaient en permanence l'activité de construction. Les véhicules aériens sans pilote détectaient le moindre lanceur dès qu'il se déplaçait. Ce flux de renseignements instantanés signifiait que dès qu'un lanceur de missiles sortait d'une entrée de tunnel, il était déjà pris pour cible. La deuxième vulnérabilité concernait les systèmes de ventilation. Des installations souterraines de cette ampleur exigent une infrastructure massive de renouvellement de l'air. Les puits de ventilation, souvent les éléments de surface les plus difficiles à identifier, constituaient les lignes de vie de chaque complexe souterrain. Une fois ces puits détruits, le personnel à l'intérieur faisait face à une menace d'un tout autre ordre. Le génie tactique de la campagne américano-israélienne a consisté à viser non seulement les tunnels eux-mêmes, mais aussi toutes leurs dépendances de surface simultanément. La troisième vulnérabilité est un point que le Wall Street Journal a confirmé dans ses reportages de terrain. L'infrastructure iranienne n'était tout simplement pas conçue pour résister à la génération d'armes utilisées maintenant contre elle. Le GBU 5-7 Massive Ordnance Penetrator n'était pas encore en service opérationnel quand la plupart de ces tunnels ont été conçus. L'intégration du ciblage en temps réel assisté par intelligence artificielle avec des munitions guidées de précision n'était pas quelque chose que les ingénieurs iraniens avaient pris en compte dans leurs calculs de souffle. Les villes de missiles avaient été conçues pour résister aux armes d'une époque précédente. Les résultats ont été frappants. Selon les données de terrain couvrant la période du 28 février au 13 mars, l'Iran n'a réussi à lancer que 585 missiles balistiques et environ 1500 drones. Ces chiffres peuvent paraître élevés, ils ne le sont pas. Dans les premiers jours de l'opération, la capacité de lancement quotidienne de l'Iran était estimée à environ 350 missiles à elle seule. Le déclin rapide jusqu'à ces chiffres cumulés sur 2 semaines raconte clairement l'histoire. Les stocks stratégiques de missiles de l'Iran ont été réduits de 80 à 90% en un laps de temps remarquablement court.
L'infrastructure souterraine, qui était censée garantir une riposte illimitée, est devenue un mécanisme de piégeage, enfermant les armes à l'intérieur d'installations qui ne pouvaient plus fonctionner. Ce qui est devenu vraiment remarquable, c'est la phase suivante. Les avions Bunby Lancer ont rejoint la campagne au cours de la deuxième semaine de mars, en suivant la voie ouverte par les B-2. Des images tournées à la base de la Royal Air Force de Fairford au Royaume-Uni ont montré des préparatifs que les analystes militaires ont interprétés immédiatement. Les rampes standards pour missiles de croisière étaient retirées des Bunby. Des bombes JDAM de 2000 livres étaient chargées à leur place. Le Bunby peut emporter l'extraordinaire charge de 34 tonnes de munitions. Il vole à des vitesses supersoniques. Et il a été conçu précisément pour pénétrer et détruire des cibles renforcées et durcies. Avec l'entrée des Bunby dans la campagne, des installations souterraines dans des régions comprenant Téhéran, Semnan et le Khorasan ont été frappés avec une intensité sans précédent. Les lignes de tunnels profondes qui avaient survécu aux premières attaques ont subi des dommages décrits par les analystes comme presque impossibles à réparer. La dimension nucléaire a ajouté une autre couche de complexité à l'ensemble de l'opération. L'installation Talegan 2 de Parchin, le site que l'Iran avait passé des mois à renforcer avec son sarcophage de béton, a été frappée les 11 et 12 mars. Les forces de défense israéliennes ont confirmé publiquement avoir visé ce qu'elles décrivaient comme un complexe utilisé pour faire avancer les capacités liées aux armes nucléaires. Plus précisément, le site associé au plan Hamad et au développement de composants explosifs de haute intensité pour un engin nucléaire. Des images satellites de l'entreprise privée Venture ont montré 3 grands points d'impact précis, directement au-dessus de la principale chambre d'essai à explosifs soupçonnés. L'Institute for Science and International Security a confirmé que les bombes avaient pénétré l'enveloppe de béton jusque dans l'intérieur et que les traces de souffle montraient que la détonation principale s'était produite de l'intérieur vers l'extérieur. Le sarcophage de béton avait échoué. La question de savoir si les frappes ont entièrement éliminé la menace nucléaire est plus compliquée. L'honnêteté intellectuelle oblige à regarder l'ensemble du tableau. Selon une analyse du Congressional Research Service publiée au début de mars, l'AIEA n'avait signalé, au 4 mars, aucun dommage aux installations contenant des matières nucléaires d'après les images satellites, bien que certains dommages aux entrées de la plus grande installation d'enrichissement de Natanz aient été confirmés. Les inspecteurs de l'agence avaient été retirés d'Iran en juin 2025 à la suite des frappes de Midnight Hammer et n'avaient pas pu inspecter depuis aucune des installations attaquées. Cela signifie que le tableau complet des dommages nucléaires reste en partie classifié et, en partie, tout simplement inconnu. L'Arms Control Association a évalué qu'environ 200 kg d'uranium enrichi à 60% demeurait accessible à Ispahan par une petite ouverture. Le renseignement américain a confirmé qu'il surveillait le site avec un haut degré de confiance. Le secrétaire d'État Marco Rubio, interrogé lors d'une séance d'information au Congrès sur la sécurisation éventuelle de l'uranium enrichi iranien, a donné une réponse qui a provoqué une onde de choc dans la salle. Il a dit simplement « Il va falloir que des gens aillent le chercher ». Selon les informations d'Axios au début de mars, l'administration Trump envisageait activement 2 options, envoyer des unités d'opération spéciales en Iran pour retirer complètement la matière ou faire entrer des experts nucléaires pour la diluer sur place. Un responsable israélien de la défense a confirmé que Trump et son équipe évaluaient sérieusement des missions d'opération spéciales en Iran. Un haut responsable américain a apporté cette précision des bottes au sol. Pour Trump, c'est pas la même chose que pour les médias. De petits raids des forces spéciales, pas une grosse force qui entre... Avec ce camp, pas de bottes au sol veut souvent simplement dire que les bottes sont censées arriver sous un éclairage plus discret et avec une meilleure formule. Ce qu'il adviendra de l'uranium enrichi constitue la question stratégique centrale, encore non résolue, de l'ensemble du conflit. Les implications géopolitiques complètes deviennent claires quand on regarde au-delà du champ de bataille, parce que l'effondrement des villes de missiles souterraines de l'Iran n'est pas simplement une histoire militaire locale. C'est une rupture civilisationnelle pour la stratégie que le régime de Téhéran poursuit depuis 4 décennies. Ces tunnels ne protégeaient pas seulement l'Iran. Ils constituaient le principal centre d'approvisionnement et de commandement de ce que Téhéran appelait
son axe de la résistance, le réseau de forces supplétives qui s'étend du Yémen au Liban, de l'Irak à la Syrie, et que Téhéran déployait comme forme de profondeur stratégique. Les Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban, les milices irakiennes, tous ces groupes dépendaient fondamentalement du flux de missiles et de drones iraniens. Ce flux passait par l'infrastructure souterraine. Maintenant que cette infrastructure a été largement détruite, les conséquences régionales commencent déjà à apparaître. Comme le note le résumé de Britannica sur le conflit, les attaques iraniennes avaient visé des infrastructures pétrolières, y compris des navires dans le détroit d'Ormuz, par où transite environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Les perturbations de ce flux ont déclenché des pénuries de carburant et un rationnement dans certaines régions d'Asie, en plus d'une forte hausse des prix mondiaux du pétrole. À la fin de mars, des responsables du IRGC auraient laissé entendre que les forces Houthis au Yémen pourraient chercher à bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, ajoutant encore de la pression sur les routes maritimes mondiales. Mais la volonté réelle des Houthis, qui avait conclu un cessez-le-feu avec les États-Unis au sujet de la navigation en mer Rouge en 2025, de s'exposer à une nouvelle réponse militaire directe américaine, restait profondément incertaine. Pendant ce temps, les effets d'onde de la campagne ont dépassé le Moyen-Orient d'une manière qui définira la prochaine décennie des politiques de sécurité mondiale. La Chine a observé avec une réelle inquiétude la destruction des installations souterraines iraniennes après les frappes. Le South China Morning Post a rapporté que des analystes chinois de l'énergie et de la défense avaient publié dans le bulletin de l'Académie chinoise des sciences une proposition réclamant un vaste réseau d'infrastructures souterraines à travers l'ouest de la Chine pour protéger les actifs stratégiques. Zhang Shuxiu, expert technique en chef chez la société d'État Power China, a soutenu que des installations critiques, y compris des pôles hydroélectriques et des champs pétrolifères, devraient être intégrées profondément sous terre. Asia Times a décrit cela comme des frappes de bombes anti-bunker américaines contre l'Iran, poussant la Chine à s'enfouir plus profondément. La démonstration que le GBU 5-7 Massive Ordnance Penetrator pouvait détruire des installations enterrées dans la roche, solides à des profondeurs, auparavant considérées comme sûres à envoyer un message que Pékin a reçu clairement. Mais l'inquiétude chinoise va au-delà de la simple protection des infrastructures. Les médias d'État chinois, comme l'a noté le China Aerospace Studies Institute, ont exprimé une profonde inquiétude devant la démonstration, par cette opération, de la capacité américaine à mener des frappes de précision à longue portée sans être détectées contre des cibles souterraines durcies, sans avertissement efficace ni interception. Le B2 Spirit a pratiquement traversé comme un fantôme certains des espaces aériens les plus disputés au monde et a livré sa charge avec une précision parfaite. Pour les planificateurs militaires chinois, c'est pas une leçon tactique, c'est un choc stratégique. La troisième leçon est que les réseaux de forces supplétives sont vulnérables quand on coupe leurs lignes d'approvisionnement. L'axe de la résistance de l'Iran n'était pas une coalition volontaire. C'était une relation d'approvisionnement. Téhéran fournissait des missiles, des drones, du financement et de l'entraînement. En échange, les forces supplétives créaient une profondeur stratégique, permettant à Téhéran de faire la guerre sans attribution directe. Ce modèle dépend de l'infrastructure qui vient de s'effondrer. Les Houthis, le Hezbollah, les milices irakiennes, ils existent encore, mais ils sont approvisionnés par un système qui a été sévèrement dégradé, sinon détruit. Pour l'Iran, reconstruire cette capacité d'approvisionnement prendra des années, et ces années ne sont peut-être pas disponibles. La quatrième leçon est la plus inconfortable pour tous les pays qui observent, et que la force militaire peut détruire l'infrastructure, elle ne peut pas détruire le savoir. L'Iran a accumulé au fil des décennies une expertise importante dans l'exploitation de centrifugeuses avancées, la conception de configurations d'ogives nucléaires et la production de composants clés pour les armes. L'élimination ciblée par Israël de plus d'une douzaine de scientifiques nucléaires de haut niveau pendant les campagnes de juin 2025 et de février 2026 constituait une tentative directe de frapper la dimension du capital humain dans cette équation. Mais la base académique et scientifique iranienne est profonde. L'Institute for National Security Studies a évalué clairement que l'Iran possède un capital humain hautement compétent et un système universitaire avancé,
et qu'il sera sans aucun doute capable de reconstituer ce savoir avec le temps. C'est pour cela que la phrase laissée en suspens par le secrétaire Rubio dans la salle du Congrès, il va falloir que des gens aillent le chercher, est si cruciale. Obtenir la matière ou la détruire ou la diluer de manière vérifiable est la seule façon d'empêcher une percée nucléaire qui ne dépendrait pas de l'infrastructure déjà détruite. Et pour y parvenir, il faudra soit un cadre diplomatique accepté par l'Iran, soit une opération terrestre dans l'un des environnements militaires les plus activement contestés au monde. Au 20 et 1 mars 2026, l'opération était toujours en cours. Le CENTCOM a confirmé que des bombardiers lourds américains avaient de nouveau utilisé des bombes anti-bunker GBU 5-7 contre l'installation souterraine de Natanz. À cette date, les forces alliées avaient frappé plus de 7000 cibles distinctes à travers l'Iran. La campagne aérienne avait changé de nature, passant d'une dépendance à l'égard de coûteux missiles de croisière à longue portée tirés à distance à des engagements directs à l'intérieur du théâtre, au moyen de bombes JDAM plus économiques larguées par des F-15 Strike Eagle, des F-6 Fighting Falcon et des F-35 opérant directement dans l'espace aérien iranien. Ce changement économique à lui seul signale quelque chose d'important. Les États-Unis avaient dégradé les défenses aériennes iraniennes au point que leurs appareils les plus capables pouvaient opérer au-dessus de l'Iran avec un risque jugé gérable. C'est une réalisation profonde. C'est aussi un avertissement profond pour tous les autres États qui ont mis leur sécurité sur des systèmes de déni d'accès et d'interdiction de zones. La position de Téhéran aujourd'hui est la plus sombre depuis la fondation de la République islamique. Ses défenses aériennes sont dégradées, son stock de missiles balistiques est réduit de 80 à 90%, son infrastructure nucléaire est sévèrement endommagée, même si elle n'est pas éliminée avec certitude. Ses lignes d'approvisionnement vers ses supplétifs sont coupées ou sévèrement contraintes. Sa monnaie était déjà en chute libre après les nouvelles sanctions internationales imposées en septembre 2025. Les manifestations populaires qui ont éclaté en décembre 2025 et en janvier 2026, les plus importantes depuis la révolution de 1979, ont été noyées dans le sang, mais pas éteintes dans leur esprit. Et au-dessus de tout cela, les États-Unis et Israël ont maintenu une quasi-totale supériorité aérienne au-dessus du ciel iranien. La question n'est pas de savoir si l'Iran a été affaibli, il l'a été de façon catastrophique. La question est de savoir ce qui vient ensuite. L'argument de Washington est cohérent dans sa propre logique. Un Iran dont la capacité militaire à projeter de la puissance régionale a été neutralisée, dont l'axe de la résistance a été privé d'approvisionnement, constitue un problème stratégique plus gérable qu'un Iran doté de l'arme nucléaire, capable de menacer à la fois les actifs régionaux américains et les centres de population israéliens. Le FDD Action de Policy Alert du 28 février a formulé directement les conditions américaines. L'Iran doit parvenir à l'élimination vérifiable de sa capacité d'enrichissement. C'est la formule familière de l'univers trumpien. Ouvrir avec l'exigence maximale, improviser le milieu, puis laisser la conférence de presse suivante expliquer que le chaos était en fait une forme de levier depuis le début. C'est pas une position de négociation, c'est une condition préalable. Et c'est pourquoi la chute de l'empire souterrain iranien n'est pas seulement un chapitre de ce conflit. C'est un chapitre de l'histoire de la guerre moderne elle-même. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez qu'on de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.